Alors, mesdames, messieurs, nous allons reprendre. Alors, je rappelle que l'accessibilité donc, est mise en place dans la salle. Les personnes qui ont la position T sur leurs appareils auditifs, vous pouvez l'activer. Une boucle magnétique fonctionne de manière très efficace dans la salle. Elle est un peu plus forte quand on se rapproche des murs. C'est ce qu'on m'a dit, hein, c'est ça ? Voilà. Et vous aurez la transcription écrite, donc assurée par la Scope Le Messageur, sur l'écran. Donc l'intitulé de la deuxième table ronde, donc, ce sont différents métiers qui peuvent accompagner les personnes déficientes auditives, orthophonistes, psychologues, et un métier que nous n'avons pas en France et qui vient directement de Belgique, Monsieur Vereden, qui va nous expliquer la profession d'audiologiste. Alors on sait qu'il y a des centres pluridisciplinaires présents en France, nous en avons parlé ce matin, que ce soit le CERTA ou le service audition de l'hôpital Sainte-Marie, qui vous a été présenté ce matin avec une équipe pluridisciplinaire. Cet après-midi, il s'agira davantage d'aborder spécifiquement certaines fonctions, la psychologue, l'orthophoniste et l'audiologiste. Alors je vous présente autour de la table Madame Ursula Renard, qui est psychologue à l'unité surdité et souffrance psychique de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Madame Stéphanie Borel, orthophoniste et maître de conférences en sciences du langage à l'université de Tours. Et Monsieur Patrick Vereden, audiologiste au département audiologie de la Haute École Léonard de Vinci à Bruxelles. Voilà, donc cette table ronde va débuter avec l'intervention de Madame Stéphanie Borel, orthophoniste. Alors, je rappelle que pour les questions du public, nous n'utilisons pas le micro. Vous avez des bénévoles qui sont dans la salle. Vous devez avoir des papiers qui vous ont été remis, des post-it. Vous écrivez votre question. Vous précisez votre adresse mail parce que nous n'aurons peut-être pas le temps de répondre à l'ensemble des questions. D'accord ? Donc, en précisant votre mail, nous pourrons répondre ultérieurement à vos questions. Merci de votre compréhension. Donc, bonjour à tous, je remercie le Bucodes de m'inviter à venir parler de mon métier, mon premier métier, qui est l'orthophonie, puisque je suis orthophoniste à la Pitié-Salpêtrière au centre de référence pour l'implant cochléaire adulte, et puis également, comme il l'a dit, enseignant-chercheur dans une école d'orthophonie, donc en formation initiale avec les futurs orthophonistes dans la ville de Tours. Alors... il faut que je lance mon diaporama. Merci. Alors, on m'a demandé aujourd'hui de vous parler de l'orthophonie et plus particulièrement de la lecture labiale. Donc, je vais faire assez rapidement une sorte de focus sur cette question-là de la lecture labiale. Mais avant de commencer, ça va venir... avant de commencer, juste pour reprendre le cadre, merci. Quelques mots sur le cadre un peu de cette prise en charge orthophonique pour les personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas eu l'occasion de rencontrer encore des orthophonistes. Donc tout commence par une prescription médicale par un médecin, qui soit généraliste ou ORL par exemple, qui va déclencher ensuite un bilan orthophonique fait par l'orthophoniste avec différents axes pour ce bilan, puis un projet thérapeutique personnalisé pour chaque patient avec différents axes de rééducation. Si l'orthophoniste et le patient estiment qu'une prise en charge est nécessaire, dans certains cas, on s'arrête au bilan et on se dit on n'a pas besoin de se voir davantage. Et puis dans d'autres cas, la majorité, on part sur des séances de rééducation. Alors, les différents axes, les principaux axes de rééducation en orthophonie, j'ai essayé de les lister ici pour voir un petit peu l'éventail de tout ce que peut proposer l'orthophoniste. Donc, c'est pas du tout en ordre d'importance, mais en ordre un peu général. On va commencer par quelque chose malgré tout très important, qui est l'optimisation de l'audition résiduelle et de l'apport de l'appareillage. Et quand je dis appareillage, c'est appareillage conventionnel ou implant cochléaire. Moi et mon équipe, on a l'habitude de considérer les personnes malentendantes appareillées comme finalement un tout quelque part et de ne pas différencier forcément appareillage conventionnel et implant cochléaire.
On verra que l'approche derrière peut être un petit peu différente. On peut mettre pointer un petit peu plus certains axes que d'autres en fonction du fait que le patient est appareillé ou implanté. Mais de façon générale, les axes et les approches et les outils sont les mêmes. Donc l'optimisation de l'audition résiduelle et de l'apport de l'appareillage, le renforcement des suppléances mentales, comme par exemple l'attention auditive, la mémorisation, l'entraînement de la lecture labiale, et c'est ce qu'on va vraiment un petit peu plus voir aujourd'hui, le travail du contrôle vocal en expression, par exemple travailler l'intensité de sa voix ou son articulation. De façon plus générale, les stratégies de communication, comment on se comporte dans l'échange avec les autres, dans le respect des tours de parole, dans l'interaction telle qu'elle se fait dans la communication humaine. Et puis l'orthophoniste va aussi avoir un rôle très important d'accompagnement, d'information, de conseil pour le patient et pour son entourage. Donc on va faire un petit focus dans cette présentation sur l'entraînement de la lecture labiale. Et on va commencer un peu par une histoire de terminologie. Alors on emploie le terme lecture labiale très souvent, même aujourd'hui encore, c'est le terme qu'on a décidé d'employer. Mais moi, vous verrez que j'utilise souvent le terme de perception audiovisuelle de la parole ou perception visuelle de la parole. On va y revenir. Parce que finalement, c'est comme ça qu'on aime bien voir les choses. Et surtout, la perception audiovisuelle de la parole, c'est-à-dire la combinaison des informations auditives et visuelles. Alors justement, une définition de la lecture labiale qu'on aime bien utiliser dans mon équipe, c'est celle d'Annie Dumont, qui dit « La lecture labiale, c'est l'acte qui conduit une personne sourde ou malentendante à la compréhension de l'interlocuteur et se réalise au travers de la perception visuelle ou audiovisuelle de la parole, ce qui va nous faire adopter plutôt la dénomination perception visuelle, ou plutôt même audiovisuelle, de la parole à la place de lecture labiale. » Vous verrez, moi, la première, je parle assez souvent de lecture labiale, ça m'échappe parce que c'est la force de l'habitude, mais j'avais quand même envie de voir avec vous ce point de terminologie. Pourquoi perception audiovisuelle de la parole ? Parce qu'en fait, la communication humaine, elle est vraiment multimodale. Et ça, on le sait depuis les expériences de McGurk et McDonald, qui ont donné ensuite l'effet McGurk, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui est en fait une expérience très ancienne, qui avait un petit peu pour objectif de voir quelle était la modalité supérieure dans la communication et la compréhension de la parole. Est-ce que c'est la vision ou est-ce que c'est l'audition ? Donc en fait, ces chercheurs ont proposé des vidéos truquées à des personnes entendantes, et ces vidéos truquées étaient composées de syllabes qui étaient prononcées, où ce qui était prononcé, par exemple, correspondait à un ga, voilà, avec une position postérieure de la langue, et le signal audio qui était associé correspondait à un ba. Et l'objectif, c'était de voir si la personne entendante allait plutôt focaliser sur l'aspect visuel et dire « j'ai entendu un ga » ou sur l'aspect auditif et dire « j'ai entendu un ba ». Finalement, les résultats ont été tout autres parce que les personnes ont dit avec certitude « j'entends un da ». Donc en fait, pas du tout ce qui était proposé, mais bel et bien la fusion, la synthèse de ces deux informations. Donc on n'a pas pu dire la vision c'est plus fort et plus important, l'audition c'est plus fort ou plus important, on a juste dit les deux sont super importants, et il y a un truc encore plus important, c'est le cerveau qui va piocher toutes les informations nécessaires et faire ensuite une synthèse pour communiquer. Donc ça s'appelle l'effet McGurk, c'est assez ancien, et c'est vraiment la première étude qui a montré l'intégration audiovisuelle de la parole. Donc la lecture labiale, elle existe, la perception audiovisuelle de la parole, elle existe chez tout un chacun, chez toutes les personnes entendantes. C'est une compétence qui est spontanée, plus ou moins développée en fonction des personnes, et qui, même sans aucun entraînement, va permettre à une personne entendante d'être un peu plus à l'aise dans le bruit, d'être un peu plus à l'aise quand elle parle à quelqu'un dans une langue étrangère, par exemple, qu'elle ne maîtrise pas trop. Et même, ça a été montré dans certaines études, pour comprendre un discours, par exemple, philosophique, ça a été montré avec des études de Kant, un texte de Kant, par exemple, donc d'un philosophe, on comprend mieux
si on voit la personne nous lire le texte que si on fait juste qu'entendre le texte lu. Donc cette intégration audiovisuelle, elle est présente chez tous les êtres humains de façon naturelle. Après, chez la personne malentendante, ça devient vraiment une priorité. Parce que chez une personne qui devient malentendante, ça va devenir peut-être parfois le support un peu prioritaire de sa communication. En tout cas, ça va prendre davantage d'importance. Pourquoi ? Pour pouvoir préserver l'identité et les habiletés sociales de cette personne qui est devenue sourde, que ce soit brutalement ou même progressivement. Ça va permettre de continuer à stimuler le cerveau et le stimuler de façon un peu plus transversale, en stimulant à la fois de l'audition, de la vision et en développant des compétences un peu supérieures que sont vraiment la perception audiovisuelle. Et puis, continuer à stimuler les suppléances mentales, l'attention, la déduction, la mémoire. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'il y a vraiment une plasticité cérébrale à tous les âges de la vie, même chez les personnes les plus âgées. Alors, évidemment, un petit peu moins peut-être que chez un tout jeune enfant qui est une sorte d'éponge et dont le cerveau engramme tout. Malgré tout, cette plasticité cérébrale, elle évolue jusqu'à la fin de la vie. Donc c'est important encore d'avoir des entraînements, d'avoir des apprentissages, notamment pour la lecture labiale, à tous les âges. Alors comment on procède ? L'orthophoniste va avoir différentes approches à sa disposition. En lecture labiale, en perception audiovisuelle de la parole, pour faire un raccourci très schématique, c'est un petit peu comme en langage écrit. Il y a des approches plutôt analytiques qui vont s'intéresser vraiment à des perceptions d'abord d'éléments assez fins comme des syllabes et puis petit à petit construire la lecture labiale sur de plus grands supports. Et puis il y a des approches beaucoup plus globales. On va essayer tout de suite de travailler la communication avec des phrases assez longues, etc. Bon, l'orthophoniste, comme pour toutes les pathologies qu'elle prend en charge, elle va en général choisir la méthode la plus adaptée, voire combiner différentes méthodes, prendre tout ce qui est à sa disposition pour construire quelque chose de cohérent, propre à son patient. Donc, hop, maman, j'avais rajouté les noms. Donc on voit ici 3 ouvrages très connus, et j'ai vu qu'il y en a un qui était en vente ici. Et voilà 3 ouvrages qui peuvent caractériser un petit peu ces différentes approches. En fait, assez rapidement, on va s'apercevoir que c'est difficile la lecture labiale. Et le patient, parfois, peut être un petit peu frustré en rééducation et se dire « c'est dur, j'y arrive pas, etc. » Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des sosies labiaux, donc il n'y a pas une image labiale pour chaque son de parole. Certaines images labiales correspondent à plusieurs sons, donc on va mélanger les pe, les be, les me. Il y a des sons qu'on ne voit pas dans la bouche quand ils sont articulés, donc toutes les consonnes un petit peu invisibles. Et puis finalement, quand tout ça est mêlé dans la parole continue, finalement... c'est pas si simple, et toutes les images qu'on a apprises une par une, ça ressemble plus vraiment à rien dans la parole continue. En plus, bien sûr, il peut y avoir des difficultés liées au locuteur, à l'environnement, etc. Donc j'aime bien cette phrase qui est « lire sur les lèvres, ce n'est pas tant identifier chaque son les uns après les autres, mais plutôt vraiment prendre des repères pour reconnaître un mot et avoir accès au sens de la phrase, au sens du discours, afin de faciliter la compréhension et donc la communication. » Quelques mots sur la difficulté aussi en lecture labiale. On n'est pas tous égaux devant la lecture labiale, la perception audiovisuelle de la parole. Il y a des personnes qui deviennent malentendantes et tout de suite, elles vont choper le truc, elles vont devenir super fortes en lecture labiale, sans aucun entraînement. Elles n'auront même vraiment pas besoin de voir un orthophoniste. Et puis d'autres vont peiner, vont avoir des difficultés, même avec un entraînement bien pensé. Bon, on n'a pas toutes les réponses à ces questions. On ne sait pas vraiment pourquoi ça va super bien marcher tout de suite pour certains et puis pas pour d'autres. On a malgré tout quelques petites pistes, à savoir qu'on va publier un article très prochainement là, avec mon équipe. Les femmes peut-être seraient un poil meilleures que les hommes. Voilà, sans que j'ai vraiment d'explications.
Et aussi, ça devient de plus en plus difficile avec l'âge. Donc les personnes qui vieillissent ont peut-être un peu plus de difficultés que les plus jeunes. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, mais ça veut juste dire que parfois, il y a quand même des raisons aussi pour y arriver un peu moins bien que les autres et qu'il faut un peu plus se retrousser les manches pour progresser. Voilà, j'aime bien, peut-être pour finir sur la lecture labiale, alors avant de vous parler d'autre chose, j'aime bien cette étude qui est un petit peu ancienne, qui date de 2007, mais qui a vraiment, pour moi, révolutionné ma façon de voir les choses. C'est une étude d'une équipe toulousaine sur la lecture labiale et la complémentarité entre audition et vision chez les patients implantés cochléaires. Donc on voit à gauche, pré-CI, pré-implant cochléaire, les patients en modalité visuelle, donc c'est bleu, auditive, vert, et audiovisuelle, donc la combinaison des deux, en rouge. Et j'aime bien, alors est-ce que je peux vous montrer ? Voilà, j'aime bien ça, parce qu'on voit que l'audiovision, la perception audiovisuelle de la parole, c'est pas seulement de l'audition plus de la vision, c'est pas juste la somme des deux, ça peut être plus que la somme des deux. Donc c'est vraiment quelque chose de supérieur qui est très important et qui est vraiment, je pense, la chose à valoriser. Le deuxième message, et la deuxième chose importante, c'est la vision, donc la modalité en visuel seul. On prononce des mots aux patients sans le son, juste avec les lèvres. Et on voit que ça ne bouge pas. Donc là, on a le pré-implant et après, on a 2 ans, 4 ans, 2 mois, 4 mois, 7 mois, et puis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc., jusqu'à 8 ans. Et on voit que la lecture labiale, la compétence en lecture labiale pure, elle ne bouge pas du tout. Et ça, je trouve ça bien, parce que moi, souvent, les patients implantés que je vois, ils me disent, depuis que je suis implantée, je ne sais plus lire sur les lèvres. Je crois que ce n'est pas vrai du tout, et je crois que même implanté, la lecture labiale, ça reste très important, notamment pour la communication dans le bruit, et que c'est une compétence, quand elle est acquise, qu'on ne perd pas, en fait. C'est pas parce qu'on l'utilise un peu moins, c'est pas pour ça qu'on la perd. Et je crois que c'est un message important. Alors, pour la lecture labiale, je vous ai tout dit. Maintenant, je voudrais vous parler d'une autre chose, parce que peut-être que la question va être posée, et en général, elle est posée, et ces derniers temps, on me la pose de plus en plus. On me dit, c'est très bien tes présentations, l'orthophonie, c'est super, mais la vérité, c'est que quand on veut trouver une orthophoniste, on n'en trouve pas. Et voilà le problème. Donc, avant de parler de parcours de soins, j'avais envie de parler de l'accès aux soins en orthophonie. Alors, je vous ai fait un truc qui est un peu compliqué, je vous le dis en 2 mots. Quand un patient malentendant peine à trouver une orthophoniste, il y a probablement 2 problèmes, 2 difficultés qui se télescopent. La première difficulté principale, c'est une problématique qui est vraiment propre à l'orthophonie. On a un problème de démographie professionnelle. Il n'y a pas assez d'orthophonistes en France. On est environ 24 000, 25 000, et on forme environ 900 000 nouveaux orthophonistes par an. Et ça ne suffit pas à répondre à tous les besoins en orthophonie de France, compte tenu du fait qu'on a quand même un champ de compétences qui est très large, qui va bien au-delà de la surdité, comme vous le savez certainement. Donc ça, c'est le premier problème. Les cabinets libéraux sont saturés. En plus, on a un problème de revalorisation salariale qui fait que dans les services hospitaliers, il n'y a plus d'orthophonistes non plus. Donc, du coup, les patients qui ont besoin de soins vont dans les cabinets libéraux et ça embolise, si je puis dire, encore plus les choses. Quelle est la solution ? Moi, je ne l'ai pas forcément, mais certainement essayer de former un peu plus d'orthophonistes pour qu'il y en ait plus, mais ce n'est pas entre mes mains. Le deuxième problème, c'est j'ai trouvé quand même une orthophoniste, mais elle me dit « je ne connais pas du tout la surdité, j'en ai jamais fait, j'ai jamais eu de patient malentendant ». Donc déjà, la première chose à dire, c'est qu'on a toutes eu la même formation et qu'a priori, on est toutes généralistes. Après, malgré tout, quand les études sont loin et qu'on ne se sent pas capable, ça peut être un petit peu difficile de se lancer dans une nouvelle prise en charge. C'est pour ça qu'avec la Fondation pour l'audition, on a créé une plateforme qui s'appelle Orthophonie et surdité et qui a pour objectif, donc qui s'adresse aux orthophonistes, mais tout le monde doit être au courant qu'elle existe parce que vous, les associations, les personnes malentendantes, doivent aussi relayer l'information auprès des orthophonistes.
Donc cette plateforme, elle est en ligne, elle est en accès gratuit pour tous les orthophonistes, avec leur numéro ADELI, c'est leur numéro de référencement de l'Agence régionale de santé, et elle permet vraiment d'avoir tout un tas d'informations sur la prise en charge de l'enfant et de l'adulte présentant une surdité. On a été un peu plus de 20 personnes, orthophonistes, psychologues, audioprothésistes, médecins ORL. On s'est réunis et on a formé ensemble un groupe de travail qui a permis d'élaborer des fiches avec énormément d'informations qui permettent aux orthophonistes vraiment de se sentir rassurés, d'avoir des conseils pour leur prise en charge et de se lancer avec les patients qui les sollicitent. Le petit point supplémentaire et qui est peut-être finalement le plus important, c'est qu'il y a un annuaire des inscrits qui permet aux orthophonistes qui disent « Moi, je prends des patients sourds dans mon cabinet, j'ai l'habitude, je connais, ça m'intéresse, etc. » Ça leur permet de se manifester et du coup d'être rajoutés à cet annuaire. Et donc, si vous trouvez un orthophoniste qui vous dit « Moi, la surdité, vraiment, je ne peux pas, je vais essayer de vous renvoyer vers quelqu'un d'autre, mais je ne connais personne », il peut s'inscrire sur cet annuaire et trouver autour de chez vous, peut-être quelqu'un qui pourra vous aider et vous prendre en charge. Voilà, donc je remercie vraiment la Fondation pour l'audition, parce qu'on a énormément de chance de les avoir en France. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans les années à venir grâce à leur investissement, que ce soit dans le domaine de la recherche ou du partenariat avec les associations. Et puis, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, Madame Borel, moi j'avais une question à vous poser, c'est est-ce que vous pourriez nous expliquer l'intérêt de la lecture labiale en complément de l'appareillage, notamment en phase d'appareillage? Oui, alors l'intérêt de la lecture labiale en complément de l'appareillage, ça va être vraiment au patient qui est parfois un petit peu déjà perdu dans ses repères auditifs, puisqu'il y a cette surdité qui est apparue, cet appareillage qui est parfois un peu difficile aussi, il faut prendre le temps de s'adapter, etc. Si en plus on lui demande de prendre tout seul tous ces repères visuels, bon, certains vont y arriver sans problème, mais d'autres, non. Et l'orthophonie peut permettre de compléter et de susciter cette fusion audiovisuelle dont je parlais, et notamment pour permettre aux personnes de mieux communiquer dans le bruit, parce que c'est vraiment aussi dans le bruit que les choses vont vraiment bien se ressentir. Merci beaucoup. Alors j'avais une autre question donc, de la salle, mais vous y avez en partie répondu avec l'existence de la plateforme orthophoniste à la Fondation Agir pour l'audition, mais là qui regroupe sur cette plateforme les audioprothésistes présents sur se signifiant comme étant des orthophonistes pouvant accueillir des personnes sourdes ou devenues sourdes et malentendantes en lecture labiale. Excusez-moi. Oui, j'étais en train de dire, excusez-moi. J'étais en train de dire que la plateforme qui est mise en place par le biais de la Fondation Agir pour l'audition est bien une plateforme sur laquelle s'inscrivent des orthophonistes maîtrisant l'accompagnement en lecture labiale. Moi, souvent, sur les territoires, les personnes malentendantes en phase d'appareillage ont d'énormes difficultés, mais vous l'avez bien expliqué, à trouver une orthophoniste qui accepte de les accueillir dans l'appréhension de la lecture labiale, alors pour les raisons que vous avez évoquées, mais malheureusement, est-ce que ce besoin a été renvoyé au niveau du syndicat des orthophonistes, par exemple, pour essayer de trouver des leviers à pouvoir accueillir des personnes malentendantes appareillées en appréhension de la lecture labiale? Bon, alors, c'est une problématique qui est complexe. Donc, évidemment, la Fédération nationale des orthophonistes est bien au courant, bien inquiète, parce que ça concerne aussi les enfants bègues, autistes, etc. Ça concerne vraiment tout le monde, les adultes. L'idée, c'est de former plus d'orthophonistes. Donc, soit en augmentant les capacités des écoles existantes. À l'heure actuelle, il y a 21 écoles en France. Donc, soit en augmentant les capacités des écoles existantes, mais ce n'est pas évident pour être dans une école moi-même. Au bout d'un moment, on ne peut pas pousser les murs. Et quand il n'y a plus de place, quand c'est plus possible, c'est compliqué. Soit en créant de nouvelles écoles, ce qui est le cas. Il y a une école qui vient d'ouvrir cette année à Rennes. Il y a une école qui a ouvert il y a 2 ans à Brest. Donc tout ça toujours dans le but d'augmenter le numerus clausus, puisqu'on est en fait une profession réglementée par un numerus clausus, on ne fait pas ce qu'on veut. Et l'idée, c'est ça. Est-ce que ça suffira? Je ne sais pas.
Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en 2017, on est passé d'une formation de 4 ans à 5 ans, donc en 2013, et en 2017, du coup, il n'y a pas eu d'orthophoniste sorti. Donc on a formé 0 orthophoniste en 2017, oui. Et ça, je pense que 900 orthophonistes de moins, en ce moment, on le sent encore plus. Donc peut-être que sur du long terme, à force d'augmenter, alors par exemple, en 2019, on a augmenté de 35 le nombre d'étudiants entrant en première année d'orthophonie. Est-ce que ça suffira ? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, tout le monde est au courant et tout le monde essaye de faire les choses. Donc ça, c'est pour l'accès direct uniquement déjà à l'orthophonie. Après, sur la problématique de la lecture labiale, c'est vraiment avec la plateforme qu'on va essayer d'y répondre en expliquant qu'on est là pour aider les orthophonistes qui souhaitent prendre en charge des patients sourds, qu'on peut leur donner des outils, qu'il y a plein de choses qui existent. Et voilà, fournir du contenu, de l'information facilement accessible. Et la troisième possibilité, c'est le réseau, parce que ça marche beaucoup par réseau finalement. Et donc cet annuaire qui permet aux orthophonistes de s'inscrire et de trouver le réseau autour. Parce qu'on n'a pas le droit en fait de faire vraiment des listings d'orthophonistes par spécialité. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment autorisé. Donc c'est pour ça que c'est filtré à l'entrée. Vous voyez, c'est pour ça que par exemple vous ne pouvez pas aller voir si Madame Durand, elle fait de la surdité ou pas, à côté de chez vous. Parce que ce n'est pas autorisé de dire « moi, j'ai telle ou telle spécialité ». Donc il n'y a que, voilà, entre orthophonistes, qu'on peut voir un petit peu en se disant « l'orthophoniste qui s'est inscrite sur cette plateforme, c'est forcément qu'elle est intéressée. Donc, par déduction, qu'elle va être spécialisée, entre guillemets. Même s'il n'y a pas de spécialité en orthophonie, je le répète. » D'accord. Alors j'ai une autre question, qui sera la dernière question. Vous disiez que les orthophonistes ont eu la même formation à Montpellier. Les élèves n'ont jamais eu de cours sur la lecture labiale et nous contactent pour voir de vrais malentendants. Alors, j'ai peut-être fait un petit raccourci. Depuis 2013, nous avons donc une nouvelle maquette de formation avec une formation nationale et des modules qui sont identiques dans tous les centres de formation. Donc on a des modules de surdité pour le bilan, pour la rééducation chez l'enfant, la rééducation chez l'adulte. Après, évidemment, il peut toujours y avoir localement des petites spécificités, mais l'idée, c'est quand même qu'on ait toute une formation un peu identique et qui balaie tout le champ de l'orthophonie. Bien sûr, il y a peut-être des manques, et les personnes dont vous parlez ont peut-être été formées avant la mise en place de cette nouvelle maquette de formation en 2013. Mais je pense que les choses vont s'arranger, en fait, avec le temps. Je suis assez optimiste de nature et je pense qu'avec tout ce qu'on a mis en place, petit à petit, les choses, je l'espère, devraient s'arranger. Très bien, je vous remercie beaucoup. Alors donc, nous allons passer à Monsieur Verheyden, donc de profession audiologiste, et qui va nous expliquer quelle est cette profession. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je remercie vivement les organisateurs de me donner un temps de parole pour pouvoir vous expliquer la manière dont nous abordons un petit peu la prise en charge de la surdité dans le pays qui se trouve au-dessus des Hauts-de-France, mais en dessous des Pays-Bas, c'est-à-dire la Belgique. Alors, je me présente. Je suis Patrick Verheyden. J'ai fait un parcours, une formation en audiologie, je dirais au tout début des années 80 en Belgique, dans une école qui s'était créée quelques années auparavant. Mes premières années professionnelles, je les ai réalisées en travaillant au sein d'une institution universitaire, un hôpital universitaire que vous connaissez peut-être, qui est l'hôpital Erasme à Bruxelles. Cela m'a permis déjà d'un petit peu m'impliquer dans tout ce qui était la formation. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait une revue qui s'adressait aux audiologistes qui s'appelait la revue Otica. Bon, malheureusement, maintenant, elle a disparu. Mais petit à petit, je me suis intégré dans toute une série d'organisations qui sont des organisations de type scientifique et professionnel, tant au niveau national qu'au niveau international. Donc là, on ne voit pas trop, mais je fais partie, par exemple, du Bureau international d'audiophonologie, que vous connaissez peut-être parce qu'ils ont émis une classification de la surdité qui fait vraiment autorité dans tous les pays européens. Maintenant, je vais jusqu'au niveau de l'ISO, où je suis un membre expert pour la Belgique. Alors,
Je suis donc audiologiste, et qu'est-ce que c'est que l'audiologie? C'est quand même une science très récente, parce que la première fois qu'on a utilisé le terme audiologie, c'était en 1946. En fait, Raymond Carhart, qui était un orthophoniste américain, travaillait dans un hôpital pour vétérans, c'est-à-dire tous les militaires américains qui revenaient de la Deuxième Guerre mondiale étaient pris en traitement pour la réhabilitation. Et en tant qu'orthophoniste, il s'occupait de tout ce qui était problème auditif. Et c'est le premier qui a utilisé le terme audiologie, qu'il a quelque part composé en utilisant le préfixe audio qu'il a été recherché en latin. Vous savez que le latin, dans le médical, on aime bien, qui vient du terme audire, et puis on accole à cela le suffixe logo pour former une science. Et donc la définition que l'on peut donner au niveau de l'audiologie, c'est que c'est la science de l'audition, et elle va traiter de l'évaluation, de la prévention, de la réadaptation des déficiences du système auditif, mais on y ajoute également le système vestibulaire. Oui. On y ajoute aussi le système vestibulaire parce qu'au niveau de notre oreille interne, nous avons bien sûr la cochlée, le limaçon qui traite toutes les informations auditives, les informations acoustiques, mais juste à côté de ça, couplé, je dirais quasiment avec un système similaire, en tout cas au niveau de l'utilisation de l'information, nous avons les canaux semi-circulaires, le tricule et le sacule, qui font partie du système de gestion au niveau de notre équilibre. Et donc il y a association des deux, parce que bien souvent, nous avons des pathologies qui vont retentir tant sur l'organe auditif que sur l'organe vestibulaire. Et donc les patients atteints de pathologies auditives sont toujours très suspects d'avoir également des pathologies au niveau du système vestibulaire, au niveau de la gestion de l'équilibre. Alors on peut regarder la définition de ce que c'est qu'un audiologiste. Et comme c'est les États-Unis qui sont vraiment la mère patrie de l'audiologie, je reprends la définition de... c'est pas la bonne, ça. Voilà, la définition de l'American Academy of Audiology. Que dit cette définition? Eh bien, l'audiologiste, c'est donc quelqu'un qui est particulièrement qualifié pour fournir une offre de services professionnels liée à la prévention de la perte auditive, identification, évaluation, diagnostic et traitement audiologique des personnes qui présentent une déficience de la fonction auditive et vestibulaire, ainsi qu'à la prévention des déficiences qui leur sont associées. Alors si on regarde à travers cette définition, quels sont les pays au niveau mondial qui ont une profession d'audiologiste? La diapo ici est une diapo qui m'a été passée par le professeur Ung Tai Van, que vous connaissez certainement, professeur de Lyon, qui a repris en fait tous les pays qui envoient une délégation à l'ISA. L'ISA, c'est la Société internationale des audiologistes. Et on voit que, bien sûr, la profession... je me suis trompé de bouton, voilà. La profession est bien représentée au niveau de l'Amérique du Nord, représentée aussi ici au niveau de l'Afrique du Sud, Russie, nous avons la Chine, l'Australie, continent africain, c'est assez divers. Et au niveau européen, vous voyez que c'est quand même aussi très, très morcelé. Attention, parce qu'au niveau européen, en Espagne, l'audiologiste n'existe pas. C'est vrai qu'en France, l'audiologiste n'existe pas. Mais je pense qu'il faut peut-être quand même un peu tempérer. Il y a je dirais, la Société française d'audiologie qui regroupe un ensemble de professionnels liés à l'audiologie. Et donc, il n'y a pas la profession en tant que telle, mais, si vous voulez, la science a été morcelée et se retrouve entre les mains des différents professionnels. Donc, j'entendais là tantôt l'orthophoniste qui parlait de tout ce qui est rééducation auditive. Normalement, la rééducation auditive peut, en Belgique en tout cas, être faite aussi par un audiologue ou un audiologiste. Ici, ce sont les orthophonistes qui en sont responsables. Il y a tout ce qui est évaluation de la déficience auditive. Ici, ce sont les médecins ORL qui le font. Chez nous, ce sont les audiologistes. Enfin bref, il y a vraiment aussi, au niveau de la France, plein de ressources par rapport à ça.
peut-être qu'il s'agirait de tout rassembler au sein d'une profession qui serait quelque part un axe central pour pouvoir aider les personnes qui ont un problème auditif. Alors, en Belgique maintenant, comment est-ce que nous sommes arrivés au niveau de la profession d'audiologiste? On va faire un petit bout d'histoire. Et ce petit bout d'histoire, vu mon grand âge, quelque part, j'ai connu un petit peu tous ces différents éléments. En 1969, en fait, c'est le professeur Paul Gunz, qui était chef de service ORL à l'hôpital Saint-Luc de Bruxelles, qui est d'appartenance à l'Université catholique de Louvain, qui avait vraiment besoin de professionnels pour les aider dans tout ce qui était mise en évidence des problèmes auditifs. Et il a décidé de créer une école qui était une école, à l'époque, création d'une école d'audio qui était appelée d'audio acoustique, mais c'était une école qui n'était pas officielle. Il faut savoir qu'à cette époque-là, déjà en Belgique, on n'en est pas encore sorti, on avait des problèmes budgétaires et la création de nouveaux enseignements n'était pas possible. On avait donc une école qui fonctionnait en fait sur 2 ans, et les profs qui participaient, les profs qui donnaient cours, maintenant moi qui gère un service, je peux vous dire que je ne sais pas comment il a fait, mais ils n'étaient pas rémunérés, ils n'étaient pas payés pour leur enseignement. Donc chapeau à l'époque, donc en 2 ans, ils formaient les audios à l'époque, et il a fallu attendre 1975 pour avoir une reconnaissance officielle de cet enseignement. Alors, ce qui s'est passé, juste pour la petite histoire, entre vous et moi, ce n'était plus le professeur Paul Gunz qui a été admis à l'éméritat, mais à l'époque, c'était le professeur Van den Eekhout. Il avait des introductions au niveau du gouvernement de l'époque, et ils ont profité d'un changement de gouvernement pour lui faire signer un arrêté royal instituant l'enseignement au niveau de l'audiologie. Et c'est à ce moment-là que c'est arrivé dans le circuit officiel. Ça se passait auparavant dans l'école de santé publique au niveau de l'hôpital Saint-Luc, et c'est passé alors au niveau de l'Institut Libre Marie Abs à Bruxelles. C'est un institut qui forme également des orthophonistes. À partir de ce moment-là, ça a été reconnu et c'est passé sous graduat, et donc c'était à l'époque un enseignement de 3 ans. Et puis alors nous avons eu, grâce à l'Europe, oui. Comment est-ce qu'on fait pour passer à la diapo suivante? Voilà, il faut appuyer un peu plus fort. OK. Alors, grâce à l'Europe a décidé de mettre vraiment en place la reconnaissance des différentes professions paramédicales. Et donc, en 1988, un ministre, Philippe Busquin, a listé l'ensemble de ce qu'au niveau de son ministère, on considérait comme des professions paramédicales. Toutes ces professions allaient être appelées au ministère de la Santé de façon à mettre en place un arrêté royal qui va définir les différentes professions en fonction de leurs compétences, mais également définir leurs conditions d'accès. Alors je me souviens très bien, à l'époque, dans les années 90, c'est dans les années 90 qu'on a été appelé au ministère. J'ai eu l'occasion de participer à l'élaboration de cet arrêté royal, et je pense que c'est en 1997 qu'on a débouché le champagne, le texte était prêt. Bien sûr, comme d'habitude, il y avait des compromis, mais bon, c'était pas plus mal. Il a fallu attendre 2004 pour qu'on ait la parution de cet arrêté royal. Il y a eu plein de temps qui a passé, on s'est vraiment posé la question pourquoi. Puis finalement, le texte a été quelque part remanié par une autorité. Ça allait vraiment bien dans le sens de la profession d'audiologie, donc c'était vraiment quelque chose qui nous a vraiment bien satisfait par rapport à cet arrêté royal. Mais cet arrêté royal a été publié au niveau de notre, quelque part, bulletin officiel, on appelle ça en Belgique le Moniteur, et c'est M. Rudy Demotte qui l'a publié. Après que toutes les professions paramédicales ont défini leur profil,
En 2009, on a un nouvel arrêté royal qui reprend la liste définitive de toutes les professions paramédicales. Il faut savoir que certaines professions n'ont pas voulu rentrer dans le circuit paramédical. Je pense par exemple aux opticiens. Les opticiens ont préféré se définir, en tout cas au niveau belge, comme des commerçants plutôt que comme des paramédicaux. Et donc ils ont été sortis de la liste. Et c'est en 2011 que nous avons l'arrêté royal d'application. Donc vous voyez, la loi est publiée en 2004, elle existe, mais elle n'est pas appliquée ni applicable. Il faut les arrêtés d'application. Les arrêtés d'application ont été publiés en 2011. Et à partir de 2012, tous les professionnels en audiologie ont dû faire des demandes pour recevoir des autorisations d'exercice, c'est-à-dire un agrément et un visa. Et au bout de l'année 2012, donc en début 2013, tout le monde devait avoir un visa et un agrément pour pouvoir exercer la profession. Si on n'avait pas son visa ou son agrément, c'était de l'exercice illégal d'une profession. Alors bien sûr, les conditions pour obtenir ce visa et cet agrément étaient bien définies. Les personnes qui exerçaient déjà avaient un droit acquis, etc., etc. Il y avait une commission qui, quelque part, donnait les agréments et les visas. On a pas mal bossé cette année-là parce qu'il y a eu énormément de réunions auprès du ministère. Alors la Belgique, comment s'organise notre profession? Allez, hop, marche arrière, voilà. Hop, hop. Voilà. Il faut savoir que la Belgique, c'est un pays très simple. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Vous savez très bien que chez nous avons déjà 3 communautés, nous avons 3 régions, nous avons un gouvernement fédéral et nous avons encore à côté de ça les provinces. Donc c'est assez complexe pour comprendre la manière dont fonctionne la Belgique. Et donc, heureusement, c'est une matière fédérale. C'est une matière fédérale, notre profession. Les paramédicaux, c'est toujours au niveau du ministère de la Santé publique, mais le ministère de la Santé publique a défini 2 professions. Donc on ne peut pas exercer notre profession en tant qu'audiologiste, le terme n'est pas un terme protégé, donc si quelqu'un souhaite s'appeler audiologiste en Belgique, il peut le faire. Mais par contre, on a défini une profession d'audiologue et une profession d'audicien. Chacune de ces professions sont des professions paramédicales ou professions de santé, chargées de l'évaluation, de la prévention, de la rééducation et de la correction des troubles de l'audition et de l'équilibre. Alors si on regarde là derrière, qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut faire l'audiologue? Je schématise très très fort. L'audiologue est spécialisé dans l'audition et l'équilibre. Il est responsable de l'examen de la fonction d'audition et de l'équilibre, et il va également pouvoir réaliser certains traitements, comme l'entraînement et la rééducation de l'audition chez les patients malentendants et sourds, ce dont on parlait là tout de suite, l'encadrement des personnes souffrant de bourdonnement d'oreilles, donc tout ce qui est prise en charge des problèmes d'acouphènes tombe aussi dans le giron de l'audiologue, et tout ce qui est rééducation des troubles de l'équilibre. Alors là, les kinés, ils ne seront pas très contents, mais bon, c'est comme ça. À côté de ça, nous avons l'audicien. Alors l'audicien, lui, c'est celui qui est spécialisé dans l'adaptation des aides auditives et de la partie externe des implants auditifs. Alors l'audicien va adapter des systèmes aussi de protection de l'audition, que ce soit la protection tant vis-à-vis d'agents extérieurs comme l'eau, le bouchon de natation, pour tout ce qui est personnes qui ont des problèmes au niveau des tympans, mais également tout ce qui est problème au niveau des nuisances sonores. Donc on fait une étude au préalable de quel genre de bruit auquel on se trouve confronté, et en fonction de ça, on met en place des systèmes pour pouvoir aider ces gens. Par exemple, au niveau de l'Institut où je travaille, on a eu une très grosse collaboration avec la police fédérale. Il y avait vraiment de gros problèmes avec les motards au niveau de la police fédérale. Il faut savoir que les motos, comme ils sont en contact constant avec leur PC, avec leur poste de commandement, ils mettaient, étant donné qu'il y a un fameux bruit de fond avec le vent qui prend dans le casque, ils mettaient le système à fond. On a mesuré dans les casques des motards de l'ordre de 130 à 140 dB SPL. Donc c'est vous dire les puissances qu'il y avait. On a réussi à trouver un chouette système pour pouvoir faire ça. Et on a été le chercher, je dois l'avouer, j'ai été le chercher chez les pilotes de Formule 1.
Il s'occupe aussi des dispositifs auditifs d'aide à la communication et tout ce qui est signalisation pour les personnes qui présentent une perte auditive. Et donc, on peut donner une définition globale de l'audiologiste. C'est ce que l'on préconise, en tout cas au niveau de notre école, au niveau de notre enseignement. Et les différentes associations professionnelles belges actuellement adhèrent à cette définition. Elles adhèrent à cette définition parce qu'il va y avoir vraisemblablement une réouverture, c'est ce qu'on est en train de demander auprès du ministère, une réouverture de notre arrêté royal pour ne plus avoir deux professions, mais plus qu'une seule profession. Alors, cette profession, j'avais espéré qu'on pourrait l'appeler audiologiste, mais j'ai un problème avec la communauté flamande, et ils sont majoritaires en Belgique, ils font 60% de la population belge. Le terme audiologiste n'existe pas en flamand. Par contre, en flamand, il existe le terme audiologue, et donc on irait beaucoup plus vers le terme audiologue que le terme audiologiste. Bon, on ne va pas se battre pour le terme, je pense que c'est surtout l'esprit qui est le plus important. Et donc, l'audiologiste ou futur audiologue est un professionnel paramédical spécialisé dans tout ce qui est prévention de la déficience auditive, protection de l'audition, dans la détection, l'évaluation, l'identification, la gestion et le traitement non médical et non chirurgical. Donc on aurait pu mettre audiologique, mais on a préféré vraiment spécifier, parce que ça fait plaisir aux médecins ORL qu'on dise « nous ne touchons pas à votre domaine », des troubles de l'ouïe et de l'équilibre. Donc c'est tout l'aspect rééducatif et réhabilitatif. Ensuite, il y a tout ce qui est sélection, adaptation, évaluation de l'efficacité des appareils de correction auditive. Donc voilà la définition avec laquelle on fonctionne au niveau belge. Alors, combien sommes-nous ? Ça, c'est une question. Et jusqu'il n'y a pas longtemps, tant qu'il n'y avait pas eu ce travail au niveau des visas et des agréments, c'était assez difficile de pouvoir le dire. Depuis lors, avec les visas et les agréments, c'est un peu plus facile. Et donc, si on regarde le nombre de professionnels que nous avons au niveau de la Belgique, on se trouve, ah oui, vous ne le voyez pas, il est juste ici en dessous, on est à 1813 professionnels en Belgique. Il y en a toute une partie qui cumule à la fois la profession d'audicien et la profession d'audiologue, c'est à peu près 50%, 906. Dans ceux qui ne font que la partie audicien, qui ne sont reconnus qu'en tant qu'audiciens, il y en a 755, donc vous voyez que c'est à peu près 40% du reste, et 10% seulement sont des audiologues. Donc quand on regarde un petit peu le profil des personnes qui sont issues de l'enseignement au niveau belge, la majorité part vers une profession qui est plutôt axée vers la prothèse auditive. Qui plus est, il y a aussi une très grosse différence entre les deux communautés, la communauté néerlandophone et la communauté francophone. Pour faire rapidement, si on regarde, les Flamands sont à peu près 60% de la population belge et les francophones 40% de la population belge. Mais si on regarde ici en pourcentage, nous avons au niveau de la communauté flamande 1396, ce qui correspond à peu près à 3/4 des audios qui se trouvent au niveau de la communauté flamande. Et regardez aussi, c'est assez intéressant et interpellant, si on regarde le profil de genre, il y a 1200 femmes et 167 hommes. Si on va voir du côté de la communauté française, nous ne sommes que les 417, mais c'est bien balancé, c'est 50-50 à peu près, entre les hommes et les femmes. Donc voilà pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. Alors bon, juste pour terminer, et j'espère que je ne vais pas aller trop vite parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, que va faire l'audiologue ? L'audiologue peut travailler en association avec le médical pour définir, pour évaluer les propriétés des systèmes auditifs des patients de tout âge par diverses épreuves, et également les épreuves au niveau auditif, mais également au niveau vestibulaire. À ce titre-là, il faut savoir que nous participons aussi. On a mis en place il y a quelques années un dépistage universel de la surdité, tant au niveau néerlandophone
néerlandophones que francophones. Nous participons à ce dépistage de la surdité au niveau néonatal. On a un système d'évaluation de la santé à tous les niveaux de l'enseignement, et de ce côté-là, il y a l'évaluation de l'audition, nous y participons aussi. Et pour tout ce qui est travailleurs qui sont soumis au bruit, eh bien, nous faisons également des évaluations au niveau de l'audition. Ensuite, il y a l'audicien. L'audicien, c'est celui qui va adapter tout ce qui est appareil auditif, mais également implant cochléaire. Mais je tiens quand même à insister aussi très fort, parce que ça, c'est un aspect sur lequel le politique n'a pas suffisamment insisté, je trouve. C'est tout ce qui est guidance du patient pour le suivi prothétique, pour obtenir et conserver un maximum d'efficacité dans l'adaptation prothétique. Donc une adaptation prothétique ne se limite pas simplement à « on vous met en place un appareil auditif et puis au revoir monsieur, merci ». Je pense que derrière ça, il y a vraiment une confiance qui doit s'instaurer entre l'audioprothésiste et son patient, et à la moindre difficulté, il y a d'ailleurs une obligation pour la profession, tant au niveau français qu'au niveau belge, de prise en charge de son patient sans frais pour les 5 années à venir. Dernière chose, là on l'a évoqué également, c'est tout ce qui est protection au niveau de l'audition. Et alors, je finirai en donnant les différents titres professionnels avec lesquels on travaille en Belgique. Audiologue et audicien sont des termes qui sont bien définis au niveau de la législation, donc tout le monde ne peut pas s'appeler audiologue et audicien, mais on a également des pédo-audiologistes. Ce sont des audios qui sont spécialisés dans la prise en charge de tout l'aspect pédiatrique, les petits bébés et les premiers pas de la vie. Et puis alors les acousticiens, ça c'est un titre professionnel que l'on partage avec les ingénieurs. Voilà. Voilà. J'ai été un peu long, enfin je ne sais pas si je suis resté juste dans... Ah non, c'est parfait, ok, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Verheyden. Ça m'a semblé très très clair. Donc nous avons des questions du public. Alors, la première question, en France, les audioprothésistes sont rémunérés sur la vente des appareils auditifs et accessoires associés. Leur indépendance en tant que conseil peut donc être mis en doute. Comment sont rémunérés les audiologistes en Belgique ? Les audiologistes en Belgique peuvent travailler soit en milieu médical, dans toute une série de services hospitaliers, il y a des audiologistes qui fonctionnent, mais dans ce cas-là, la rémunération, ils sont des employés et qui mettent un appareil A ou un appareil B, ça revient exactement au même pour eux. Donc ils choisissent, si je puis dire, vraiment en toute indépendance leur prothèse auditive. En ce qui concerne maintenant toute une série de professionnels qui travaillent en centre auditif, on a quand même des grandes chaînes aussi, on a Audica chez nous, comme chez vous, on a Amplifon, on a la paire. Là, vous ne connaissez pas, mais ils ont failli venir chez vous. Et alors, on a aussi l'auxiliaire acoustique. Et là, il y a fort peu. Il y en a quelques-uns qui travaillent avec un fixe plus une rémunération en fonction je dirais, des performances du centre, mais c'est vraiment pas la majorité. Et en général, c'est beaucoup plus des gens qui ont une gérance ou qui sont responsables de tout un secteur. Les gens qui adaptent vraiment, eux, ils ont un fixe à la fin du mois. Mais c'est vrai, et ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé, c'est la différence de rémunération entre l'audiologiste, l'audicien en Belgique et l'audioprothésiste au niveau de la France. À l'école, il m'est souvent arrivé de recevoir des offres d'emploi que je devais transmettre aux étudiants. Et parfois, en mettant certaines offres d'emploi, je me suis dit, mais Patrick, pourquoi tu restes en Belgique ? Ça serait quand même beaucoup plus intéressant, financièrement parlant. Mais bon, il y a tout un aspect du métier que j'adore. Et voilà, ma vie est en Belgique et pas en France. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Non, c'est là. Alors, comment procédez-vous et sur quoi vous basez-vous pour rééduquer l'équilibre ? Alors, la rééducation de l'équilibre, il faut vraiment bien voir un petit peu quels sont les problèmes du patient. Parce que le système de l'équilibre est un système qui est extrêmement compliqué.
Il faut savoir que bien sûr, il y a des informations qui proviennent de tout ce qui est le système vestibulaire au niveau de l'oreille interne, mais nous avons également des informations qui proviennent du système visuel et nous avons aussi des informations qui proviennent au niveau de notre système somesthésique. Il existe des examens qui nous permettent de faire la part des choses entre l'input, entre les différents inputs sensoriels, que ce soit au niveau de la somesthésie, que ce soit au niveau visuel et que ce soit au niveau des aspects au niveau de l'oreille interne. Et en fonction de ça, on va travailler l'un ou l'autre domaine, l'une ou l'autre modalité. Exemple, quelque chose qui est assez courant, c'est ce qu'on appelle le vertige positionnel paroxystique bénin. Certains d'entre vous ont peut-être déjà eu ça. C'est, on se trouve dans son lit, on tourne d'un côté, et hop, on a un grand carrousel autour de soi. C'est dû simplement à un problème qui est un problème de petits cristaux qui se baladent dans l'oreille interne. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des manœuvres très simples, la manœuvre des plaies ou le Brandenburg, où on va prendre le patient et on va lui faire certains mouvements au niveau de la tête pour essayer de chasser les cristaux d'un endroit où ils vont irriter les cellules ciliées pour aller les positionner dans un endroit où ils ne vont pas irriter les cellules ciliées. Ça, c'est un système. Autre système, quand c'est le visuel qui est très important, on va se faire aider. Il y a quelques années, on utilisait très fort, par exemple, tout ce qui était tambour de Barani, une alternance de lignes blanches et noires qu'on fait défiler pour stimuler la vision. Mais maintenant, on travaille très très fort avec de la réalité qui est de la réalité virtuelle. Et ça peut jouer aussi par rapport à tout ce qui est somesthésique. On a des plateformes sur lesquelles on met le patient et on fait défiler tout un paysage devant avec des gens qui passent dans tous les sens. Et de par sa position, on doit aller éviter, je dirais, tous les patients qui viennent en frontal. Je l'ai fait, c'est pas évident à faire. Donc, mais bon, voilà, il y a toute une série de techniques qui sont des techniques spécifiques dans ce domaine-là et qui nous permettent de rééduquer l'équilibre. Vous savez, l'équilibre, ça se gère. On a au niveau du cerveau une sorte de petit computer central qui filtre toutes les informations et qui les met en adéquation l'une par rapport à l'autre. Quand il y a un système sensoriel qui est déficitaire, il faut rééduquer, réapprendre à la machine comment fonctionner. Voilà. Très bien, je vous remercie. Alors, une dernière question. Dans les pays où l'audiologie existe, les professionnels travaillent-ils avec les orthophonistes, les audioprothésistes, etc. Oui, ça certainement. Je pense que ça, c'est vraiment, et ça, c'est vraiment un de mes credos. C'est bien pour ça que je fais partie du Bureau international d'audiophonologie, où c'est un point de rencontre de tous les acteurs dans le cadre de l'audition et de la communication. Alors c'est d'autant plus important que